On revient maintenant sur ces 40 milliards annoncés par Ottawa plus tôt cette semaine dans la foulée de la mise à jour économique et qui visent, entre autres, à indemniser les enfants des Premières Nations ayant été retirés de leur foyer. Le gouvernement Trudeau souhaite ainsi mettre fin à une bataille juridique qui dure depuis 14 ans. Alors, pour discuter des négociations qui sont en cours, je retrouve le ministre des Relations couronnes autochtones, Mark Miller. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Donc, l'annonce de ces 40 milliards, ça a été fait lundi. D'abord, est-ce que les négociations entre les partis progressent au moment où on se parle? Oui, on était à un certain état de maturité des négociations où, évidemment, avec la perspective de l'énoncé économique, où on devait ventiler ce 40 milliards qui est divisé essentiellement en deux volets. 20 milliards pour la discrimination historique qui remonte jusqu'aux années 90 et un 20 milliards, en fait, pour en finir avec ce système discriminatoire, c'est-à-dire d'investissement à long terme dans le système de services à l'enfance autochtone pour qu'on ne se ramasse pas en cours du jour au lendemain après avoir payé ces sommes toutes historiques pour une catégorie de gens. On parle de beaucoup d'enfants autochtones qui ont passé par ce système et qui ont subi des sévices très graves dans certaines circonstances horrifiques que l'argent ne peut pas nécessairement remplacer. Mais c'est l'état des choses. C'est l'arrêt non seulement de la Cour des droits de la personne, mais aussi 3 recours collectifs qu'on met ensemble, qui est à pouvoir avoir une réponse cohérente pour pouvoir compenser ces personnes. Est-ce que vous vous attendez à un règlement dans ce dossier-là d'ici la fin de cette année? Bien, on a une date butoir du 31 décembre pour en venir à des ententes de principe. Je suis confiant. C'est des discussions qui sont très fragiles quand même, chapeautées puis gérées par Murray Sinclair, que tout le monde connaît très bien, et dans lequel participe le Caring Society, c'est-à-dire la Dr. Cindy Blackstock, l'APN et la Nation Anishinaabe-Aski et les chefs de l'Ontario. Donc, beaucoup de personnes à la table de négociation, beaucoup de prises de position, des discussions très délicates sur un enjeu très délicat lui-même. Mais je suis confiant à ce jour-ci, le 15 décembre. Oui. Il reste encore 2 semaines. Au mois d'octobre dernier, on le sait, votre gouvernement avait annoncé son intention de porter en appel la décision de la Cour fédérale en faveur de ces enfants autochtones et de leurs familles. Pourquoi maintenant cette volonté de régler le litige hors cour? Bien, écoutez, il y avait un jugement de la Cour du tribunal des droits de la personne qu'on conteste encore la juridiction, mais il y avait, et puis on a encore des désaccords, mais on a réalisé que ce désaccord ne devait pas se faire sur le dos des enfants des Premières Nations. Mais on avait aussi 3 recours collectifs qui couvrait largement, grosso modo, les mêmes personnes et allait jusqu'à 1990 avec des nuances, certes, mais ce qu'on réalisait, c'est qu'il fallait régler ça d'une façon respectueuse, c'est-à-dire en dehors de la Cour, qu'il fallait mettre tout le monde ensemble pour ne pas avoir, en fin de ligne, 3 processus de compensation visant les mêmes personnes, retraumatisant ces mêmes personnes qui sont, dans certaines catégories, très jeunes encore, pour en finir avec cette discrimination que le premier ministre avait reconnue dans l'élection de 2019. Mais qui s'est compliqué par la suite. Alors, on est autour de la table de négociation. Les négociations vont bien, mais il reste encore des éléments à ficeler, d'où mon hésitation à vous répondre de façon complète avant le 31 décembre. Vous avez dit vous-même cette semaine, Monsieur le ministre, que ces 40 milliards, c'est le coût de 30 ans d'échec du gouvernement canadien. Est-ce que, justement, ces argents vont suffire à réparer les torts causés aux victimes autochtones? Bien, écoutez, en ce qui a trait aux sévices, aux séquelles que peuvent subir ces personnes qui, dans certaines circonstances, ont subi vraiment des préjudices très graves, l'argent ne pourrait jamais remplacer ce traumatisme. Évidemment, c'est une compensation imparfaite qui se fait de la meilleure façon qu'on peut. C'est clair qu'il va y avoir un besoin d'accompagnement par la suite dans santé mentale et de suite. Écoutez, c'est pas nécessairement uniquement 40 000. Il y a des enfants qui ont subi comme je l'ai dit, des sévices très, très, très graves qui vont avoir droit à bien plus que ça. Mais évidemment, l'argent ne peut jamais remplacer toute cette perte de vie.
Puisque vous êtes avec nous, M. Miller, je veux vous entendre évidemment sur la loi 21 sur la laïcité du Québec dans la foulée de la controverse entourant cette enseignante musulmane qui a été affectée à d'autres tâches dans une école primaire de Chelsea parce que, bon, elle a refusé, on le sait, l'histoire de retirer son hijab. Vous avez eu des mots très durs plus tôt, la semaine dernière, en fait. On va voir d'ailleurs votre citation à l'écran. Vous avez dit que c'est lâche, que ce type de discrimination ne reflète pas le Québec dans lequel vous voulez vivre. Qu'est-ce que vous pensez du fait que votre gouvernement préfère attendre avant de joindre la contestation judiciaire, contrairement au NPD qui dit qu'il faut il faut contester cette loi dès maintenant? Bien, ma réflexion là-dessus, c'est qu'il y a toujours quand le fédéral s'implique dans un processus judiciaire où quelqu'un réclame la juridiction des provinces, l'envers de la médaille, c'est que les provinces nous traînent en cours constamment. C'est intéressant qu'on passe à ce sujet après avoir parlé des services à l'enfance autochtone, parce que le gouvernement du Québec nous conteste en cours dans le contexte de la loi C-92. On ne se déchire pas la chemise en disant que le Québec devrait garder sa juridiction puis rester chez eux. On fait ça de façon respectueuse dans la cour. On a toujours dit très haut et fort que c'était discriminatoire. On était contre cette loi. Ça ne me surprend pas que la personne visée principalement, c'est une femme qui est voilée dans une situation d'enseignement où c'est pas nécessairement ce qu'aurait visé cette loi d'emblée. Mais la réalité, c'est que la loi est contestée. Il y a des enjeux qui sont de nature fédérale, que ce soit la place de la religion dans la Constitution, que ce soit la place de l'égalité des femmes et des hommes devant la Constitution, que ce soit l'usage abusif de la clause non-obstant. Ce sont des enjeux fédéraux. Et puis, le premier ministre n'a jamais hésité à dire qu'on n'exclurait jamais une intervention. Oui, mais justement, sur le fait que votre gouvernement laisse la porte ouverte à une contestation, mais sans s'engager comme tel, est-ce que ça vous satisfait, vous, cette réponse de M. Trudeau? Moi, ce qui me satisfait, c'est de voir des Québécois contester la loi. La défense des minorités, c'est par définition une chose qui n'est pas populaire, mais c'est la raison pour laquelle je suis rentré en politique. Je représente des gens qui sont à forte proportion des minorités, que ce soit des minorités musulmanes, juives, sikhs ou autres. J'ai aucune hésitation à les défendre dans un État de droit qui se réclame d'être laïque. Le Québec, c'est l'un des États les plus laïques au monde. Alors, je pense qu'il y a un faux débat ici. Oui. Vous espérez quoi en bout de ligne, Monsieur le ministre, de ce dossier-là? Moi, j'espère la justice, Esther. Vous espérez la justice? Bien, je ne veux pas voir quelqu'un de congédié parce qu'elle porte un voile, c'est ridicule. Puis même les enfants en cours le réclament. Marc Miller, ministre des Relations couronnes autochtones. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.